Bon, bonjour. Bonjour à tous. Pour l'instant, on va être que 12. On va attendre encore un tout petit peu. D'accord, merci. Pauline et Alan, vous êtes tous les deux ensemble. D'accord. Bon. Eh bien, on va pas tarder à y aller. Alors, donc, aujourd'hui, dernière partie du dernier chapitre. Le grand 3, théorème de De Moivre-Laplace et application. Alors, toute cette partie, elle est basée sur un théorème qui s'appelle le théorème de De Moivre-Laplace qu'on va admettre, qui nécessite des outils de niveau Bac+2 pour être démontré. Alors, le contexte est le suivant. On va considérer une variable aléatoire xn qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc là, p est fixé. Donc toutes les variables xn ont le même paramètre petit p, mais par contre, le n, lui, va varier. Donc on aura x1 qui sera une loi binomiale de paramètres 1 et p, x2 de paramètres 2 et p, etc. Donc avec tout le même p. Donc on sait, d'après le cours de l'année dernière qu'on a revu cette année, que l'espérance d'une loi binomiale de paramètres n et p, c'est n fois p, et que l'écart type, c'est racine de n fois p fois 1 moins p. Donc plutôt que de considérer la variable xn, on va considérer la variable centrée réduite zn. Donc on obtient en enlevant la moyenne, enfin en enlevant l'espérance, et en divisant par l'écart type. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder le comportement de Zn quand n augmente. Donc, dans le cours, je vous ai mis 3 schémas pour p égale 0,5. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez représenté les carrés gris. Ça correspond aux probabilités. Donc, cette variable xn, elle prend des valeurs entières. Elle prend n plus une valeur entière, de 0 à n. Alors, la variable Zn, elle ne prend pas des valeurs entières du fait qu'on a divisé par sigma, mais elle prend des valeurs, un nombre fini de valeurs, elle en prend aussi n plus 1, et pour chacune de ces valeurs, on a représenté un rectangle qui correspond à sa probabilité ici, donc autour de la valeur, donc la valeur ici c'est la valeur 0, donc autour de cette valeur 0, on a fait un rectangle qui correspond à la probabilité qui est de l'ordre de 0,4, ici autour de 0, je sais pas, 0,6, 0,7, on a fait un rectangle, etc. Donc chaque rectangle est là pour représenter, pour donner une idée visuelle de la probabilité. Donc là, pour n égale 10, ça vous donne ça. Et ce que j'ai tracé en noir ici, c'est une loi normale centrée réduite. Et donc, on regarde ce qui se passe quand n augmente. Donc voilà pour n égale 50. Et voilà pour n égale 100. Et plus on augmenterait n, plus on verrait que eh bien, les petits rectangles vont diminuer en largeur et vont se rapprocher de plus en plus de la courbe. Alors, je vais peut-être essayer de vous montrer si j'arrive à le faire. Est-ce que je peux partager ?
peux partager ça. Ok. Du coup, est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez à l'écran. Très bien, parfait. Donc là, vous avez un truc un peu plus général que ce que j'ai mis dans le cours. On peut faire varier n et on peut faire varier p. Donc, dans le cours, j'ai pris p égale 0,5. Voilà. Et donc, si je fais augmenter n, on voit visuellement nos petits rectangles, là, bleus, qui vont de plus en plus épouser la forme de la courbe de la loi normale. Donc là, je suis à n égale 1000. Alors, on peut voir que ça reste vrai si on prend d'autres valeurs que 0,5. Par exemple, si je prends 0,66, plus je vais augmenter, et plus ça va se rapprocher. Si je prends un n petit, 0,3, 0,24, pareil, plus j'augmente n, plus ça se rapproche. Alors, cependant, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on prend un p qui est très petit, quand on fait augmenter n, bon, après p égale 0, c'est pas une bonne idée, parce que c'est déterministe, alors on va prendre p égale 0,03. Donc quand je fais augmenter n, ça se rapproche aussi, mais vous voyez quand même qu'il y a toute une partie ici, là, qui déborde, et toute une partie ici qui manque. Et inversement, si je prends p très grand, donc pas 1, mais quasiment 1, et ben ça va être pareil, mais de l'autre côté. Donc ça se rapproche, mais quand même, il reste toujours une partie non négligeable ici qui déborde, et ici une partie qui manque. Voilà, donc ça à retenir, ça expliquera pourquoi tout à l'heure, on évitera de prendre des P trop petits ou trop grands. Alors, on revient... Ah ben du coup, vous n'avez plus mon fichier. Hop, je le remets. Voilà. Ok. Donc, c'est ce que va traduire le théorème de Demoivre-Laplace, cette histoire que ces petits rectangles se rapprochent de la courbe de la loi normale sans très réduite. Donc on constate que l'histogramme, c'est-à-dire les rectangles qui représentent la loi de probabilité de Zn, se rapprochent de la courbe gaussienne sans très réduite. Donc c'est la traduction graphique du théorème de Demoivre-Laplace. Alors Demoivre, on en a déjà entendu parler. Quand est-ce qu'on a déjà entendu parler de Demoivre? Dans quel chapitre? Non, pas les logarithmes. Non, personne ne se souvient d'une formule de Demoivre. Non? C'était dans le chapitre sur les complexes. Le chapitre 12, à la fin, j'avais fait deux compléments sur la formule de Demoivre et les formules de l'air. La formule de Demoivre, c'est cosinus θ plus i sinus θ, le tout puissance n, égale cosinus n θ plus i sinus n θ. Bon, donc c'est le même monsieur Demoivre, et Laplace, c'est un mathématicien français. Et donc, ce théorème porte leur nom conjoint. Alors, ça dit que si vous prenez donc le Zn que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire xn moins np sur racine de np fois moins p, donc une loi binomiale de paramètres n et p, mais qu'on centre et qu'on réduit, alors la probabilité que Zn soit compris entre deux réels a et b pour a plus petit que b, quand n tend vers l'infini, va tendre vers la probabilité que x soit entre a et b, où x suivrait une loi normale centrée réduite. Puisque ça... Pourquoi j'ai plus mon pointeur? Ah, voilà. Puisque ça correspond exactement à la probabilité que x soit entre a et b si x suit une loi normale centrée réduite. Donc, intuitivement, ça veut dire que quand vous allez faire tendre n vers l'infini, eh bien, la loi de cette variable aléatoire Zn va se rapprocher de la loi normale centrée réduite. Ça veut juste dire ça. Donc, ça veut dire que quand vous faites des binomiales, mais que vous répétez un très grand nombre de fois, enfin, une binomiale, c'est une répétition d'une même expérience. Donc, si le n est très grand, si on répète un très grand nombre de fois, qu'on centre et qu'on réduit, la variable qu'on obtient, elle suit une loi qui est proche d'une loi normale. Alors, tout ce qu'on va faire dans la suite va être basé sur ce théorème de Demoivre-Laplace.
Alors, les deux dernières choses qu'il nous reste à voir, c'est la notion d'intervalle de fluctuation asymptotique et d'intervalle de confiance. Alors d'abord, les intervalles de fluctuation asymptotique. Le but de ce paragraphe, c'est le suivant. On considère une expérience aléatoire et on s'intéresse à un événement particulier A dont on connaît la probabilité P, ou on suppose en tout cas qu'elle est connue. Par exemple, j'ai un dé bien équilibré, je lance ce dé, je regarde l'événement obtenir 6. Bon, ben, je sais que la probabilité d'obtenir 6, c'est 1 sixième. Ou par exemple, j'ai une urne qui contient 100 boules, 20 sont rouges et tous les autres ne sont pas rouges. Je tire une boule au hasard et je regarde l'événement obtenir une boule rouge. Bon, ben, la probabilité de cet événement, c'est 20 sur 100, c'est-à-dire 1 sur 5. Donc je considère une expérience, pour cette expérience, un événement particulier, et je suppose que je connais la probabilité de cet événement. Alors on sait que si on réalise cet événement, donc par exemple si je prends mon dé et que je le lance plein de fois, la fréquence d'apparition de l'événement qui m'intéresse, donc par exemple je lance un dé et je regarde quelle est la fréquence d'apparition de 6, cette fréquence va tendre vers la probabilité théorique. Donc la fréquence, c'est le nombre de réalisations de l'événement sur le nombre d'expériences totales, et ça, quand n devient grand, ben, ça va converger vers la probabilité théorique P. Et donc ce qu'on aimerait, nous, c'est estimer quelle est la probabilité que cette fréquence soit dans un intervalle autour de P. Si vous lancez 10 fois un dé, vous n'allez pas tomber exactement sur 1 sixième de 6, ne serait-ce que parce que 1 sixième de 10, ça ne fait pas un nombre entier. Donc vous n'allez pas tomber exactement sur une proportion égale à 1 sixième, mais vous allez tomber sur une proportion qui est assez proche de 1 sixième, et plus n est grand, plus elle sera proche de 1 sixième. Donc ça veut dire que la proportion, elle sera autour de 1 sixième, elle sera dans un intervalle autour de 1 sixième. Et donc ce qu'on aimerait faire, c'est dire, par exemple, si je lance un dé 1000 fois, est-ce que je peux estimer la probabilité que la fréquence de 1 sixième, la fréquence de 6, pardon, que je trouve, soit autour de 1 sixième avec une précision, je ne sais pas moi, 0,1 ou 0,2 ou 0,01, voilà. Donc, pour un intervalle donné, est-ce que je peux estimer la probabilité que sur un échantillon particulier, la fréquence appartienne à cet intervalle? Donc, c'est le but de notre chapitre. Donc, ce type d'intervalle, c'est ce qu'on va appeler les intervalles de fluctuation asymptotique. Alors, on va supposer dans ce paragraphe que y est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Et si alpha est un nombre entre 0 et 1, on va considérer le réel U alpha qu'on avait introduit dans le théorème 5 vendredi dernier, qui était tel que la probabilité que y soit entre moins U alpha et plus U alpha égale 1 moins alpha. Alors, le théorème central est le théorème 21 qui dit que si xn suit une loi binomiale de paramètres n et p, pour tout alpha entre 0 et 1, la probabilité que xn sur n, donc xn sur n, ça va représenter la fréquence. Xn, pour une loi binomiale, c'est le nombre de succès. Donc xn sur n, c'est la fréquence de succès. Nombre de succès, son nombre total de réalisation. Donc la probabilité que xn sur n appartient à l'intervalle in, où l'intervalle in, c'est cette horreur là qui est en dessous, p moins u alpha racine de p fois moins p sur racine de n, et la même chose mais avec un plus à la place du moins. Donc cette probabilité, quand n devient très grand, ça va tendre vers 1 moins alpha. Donc quelle que soit la valeur de alpha, vous pouvez trouver un intervalle qui, pour n très grand, vérifie que la probabilité que xn sur n, donc que la fréquence soit dans cet intervalle, va être proche de 1 moins alpha. Alors, la démonstration est basée donc sur le théorème de De Moivre à la place. On va donc remarquer que dire que xn sur n appartient à in, donc in c'est l'intervalle p moins u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, et p plus u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Donc ça, c'est juste la définition. Dire que xn sur n appartient à ça, ça veut juste dire que xn est compris entre les deux bornes de l'intervalle. Ensuite, je soustrais p aux trois membres, donc je fais moins p ici, moins p là, moins p là. Donc ça va éliminer les p à droite et à gauche, et ça va faire un moins p au milieu. Ensuite, ici, j'ai tout mis sur le même dénominateur, donc j'ai tout mis ici sur n, donc ça fait xn moins np sur n, et le n, plutôt que de l'écrire n, je l'ai écrit racine de n au carré. Racine de n au carré, c'est la même chose que n. Donc là, j'ai juste transformé le terme du milieu en ce terme-là, en mettant le même dénominateur. Alors pourquoi est-ce que je l'ai écrit sous la forme racine de n carré? Simplement parce que du coup, je peux simplifier les dénominateurs.
en multipliant tout par racine de n. Et donc, j'ai plus de dénominateur ni là ni là. Et là, il me reste juste un racine de n. Ensuite, je vais tout diviser par racine de p fois 1 moins p. Donc, du coup, ça élimine les racines de p fois 1 moins p ici et là. Et ça fait apparaître un divisé par racine de p fois 1 moins p ici. Et enfin, je rassemble ces deux racines carrées là, racine de n fois racine de p fois 1 moins p, en racine de n fois p fois 1 moins p. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien ici, j'obtiens exactement la variable zn. Hein, xn moins np sur racine de np fois 1 moins p, c'est exactement ce qu'on a appelé zn. Donc ça équivaut à dire que Zn est compris entre moins U alpha et plus U alpha. Donc l'événement Xn sur n est dans l'intervalle In, c'est le même que l'événement Zn est compris entre moins U alpha et plus U alpha. Alors le gros avantage de ça, c'est que ici, moins U alpha plus U alpha, ils ne dépendent plus du tout de n, hein, ils dépendent que de alpha. Par contre, Zn, elles dépendent toujours de n. Alors ensuite, eh bien, on dit que si on appelle y une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, comme on l'a dit tout à l'heure, d'après le théorème de Demoivre-Laplace, la probabilité que Zn soit compris entre moins U alpha et plus U alpha, ça tend vers la probabilité que y soit entre moins U alpha et plus U alpha. Hein, c'est exactement ce que dit le théorème de Demoivre-Laplace. Et on sait que ça, par définition de U alpha, ça vaut 1 moins alpha. Ça, c'est la définition de U alpha. Donc, j'en déduis que la probabilité que xn sur n appartient à in, c'est quand n tend vers l'infini, égale, ça tend vers 1 moins alpha. Et donc, c'est bien ce que j'avais annoncé dans mon théorème. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ce théorème? Prenons une situation concrète, par exemple, j'ai une certaine urne qui contient une proportion P de boules blanches. Je tire successivement et avec remise n boules dans l'urne, et j'appelle xn la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches que j'ai tirées. Donc je sais que dans ce cas-là, cette variable suit une loi binomiale de paramètres n et p, puisque je répète de façon identique et indépendante la même épreuve de Bernoulli. Donc ça me donne une loi binomiale. Enfin, ça donne un schéma de Bernoulli, et donc xn suit une loi binomiale. Alors du coup, la variable fn qui est égale à xn sur n, donc ça c'est la fréquence des boules blanches, hein, combien j'ai eu de boules blanches sur combien j'ai tiré en tout de boules. Et lorsque n devient grand, on sait que cette fréquence se rapproche de p. Et ce que nous dit le théorème précédent, c'est que pour n suffisamment grand, eh bien cette fréquence, elle se trouve dans l'intervalle in avec une probabilité proche de 1 moins alpha. Donc, ça me permet d'avoir un intervalle qui contient la fréquence avec une probabilité que je connais à l'avance. Alors, ceci dit, et c'est là que va intervenir la remarque que j'ai faite tout à l'heure, donc ça c'est vrai à condition que notre loi normale, ce soit une bonne approximation de la loi binomiale pour n assez grand. Et donc pour ça, je vous ai montré tout à l'heure, il ne faut pas que p soit ni trop petit ni trop grand. Donc, alors en fait, petit et grand, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc en fait, c'est p par rapport à n ne doit être ni trop petit ni trop grand. Donc il faut que n soit suffisamment grand, évidemment, puisque n tend vers l'infini. Donc dans la pratique, on suppose que ça marche bien dès n égale 30. Enfin, c'est pas qu'on suppose, c'est qu'on peut montrer que, voilà, expérimentalement, ça marche bien dès n égale 30. Et le fait que p ne doit pas être trop petit par rapport à n, c'est cette condition. N fois p doit être au moins égal à 5. Donc ça vous montre que si p est vraiment très petit par rapport à n, ben, vous n'allez pas avoir cette inégalité. Et inversement, p ne doit pas être trop proche de 1. Donc, de manière symétrique, on doit avoir n fois 1 moins p qui est plus grand que 5. Donc voilà, ces trois conditions, elles sont là pour assurer en fait que, parce qu'on va tricher un peu, dans notre théorème, on a une limite. Or nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, on va dire, plutôt de dire que c'est la limite, mais on va dire que si n est suffisamment grand, cette probabilité, elle est à peu près égale à 1 moins alpha. Donc on va dire, la valeur que j'ai, pour n suffisamment grand, ben, elle est proche de la limite. Alors que normalement, il faudrait que n tende vers l'infini. Mais nous, on va dire, si n est assez grand, et donc n assez grand, ça veut dire n supérieur ou égal à 30, et les deux conditions np et n fois 1 moins p plus grand que 5, alors on peut approcher la valeur par la limite. Alors, donc cet intervalle, p moins u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, p plus u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, c'est ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de confiance, ou on dit aussi au niveau de confiance, 1 moins alpha de la variable aléatoire fn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc, intervalle de fluctuation, ça veut juste dire que si vous faites différentes expériences, par exemple, si vous prenez un dé que vous le lancez 100 fois,
vous allez avoir une certaine fréquence de 6. Si vous prenez le même dé que vous le relancez 100 fois, vous obtiendrez probablement une autre fréquence de 6. Si vous prenez ce même dé que vous le relancez encore 100 fois, vous obtiendrez une fréquence qui sera encore probablement différente. Donc cette fréquence, elle fluctue. Donc c'est un intervalle de fluctuation. Asymptotique, parce qu'on va regarder ce qui se passe quand n devient très grand. Au seuil de confiance, ça c'est la probabilité que notre fréquence soit dedans. Et donc, c'est un intervalle de fluctuation de la fréquence Fn. Donc ça nous dit que quand n devient grand, asymptotique, la fréquence que n soit, enfin la fréquence Fn, la probabilité que Fn soit proche de P va varier. Donc ça, c'est le côté fluctuation. Mais je sais que avec une confiance 1 moins alpha, ça va être dans cet intervalle. Par exemple, si vous fixez un seuil de confiance à 95%, dans ce cas-là, on a vu dans le cours que le U alpha, il valait environ 1,96. Et donc, ça veut dire que je suis sûr que ma fréquence, enfin non, je ne suis pas sûr, mais ma fréquence va appartenir à cet intervalle dans 95% des cas. C'est-à-dire que dans au moins 95% des cas. Donc, ça veut dire que si vous répétez 100 fois l'expérience de lancer 100 fois un dé, dans au moins 95% des cas, eh bien, vous serez dans cet intervalle en remplaçant P par 1 sixième et N par 100. Alors, c'est l'exemple que j'ai dû prendre derrière. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris 500 derrière. Donc, on lance 500 fois un dé équilibré. Déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de confiance 95% de la fréquence de 6. Et même question en remplaçant 95% par 99%. Donc, si on prend 95%, alors il faut vérifier évidemment les hypothèses. N, il vaut 500, donc il est bien plus grand que 30. P vaut 1 sixième, donc N fois P, ça vaut 250 tiers, qui est bien plus grand que 5. Et N fois moins P, ça vaut 1250 tiers, qui est bien plus grand que 5 aussi. Donc, je peux prendre comme intervalle de fluctuation celui qui est donné par la propriété précédente. Donc, 1 sixième moins le U alpha ici. Le U alpha pour 95%, c'est 1,96. Racine de P fois 1 moins P, donc P ici, c'est 1 sixième, sur racine de N c'est 500. Et la même chose avec un plus. Donc évidemment, on va donner des valeurs approchées, parce que ça, c'est inutilisable. Donc on trouve à peu près 0,134 et 0,02. Alors, je l'ai mis en remarque après. Comment est-ce qu'on arrondit? En fait, l'idée, c'est que on va toujours arrondir la borne du bas par défaut et la borne du haut par excès. Donc l'idée, c'est que je veux construire un intervalle autour de ma probabilité P, et je veux être sûr que cet intervalle contient la fréquence avec une probabilité 95%. Donc si la formule brute, la formule avec les racines de P fois moins P, me donne un intervalle comme ça, eh bien il faut que je sois sûr qu'en arrondissant, je ne perds pas de valeur. Donc quand on va arrondir de ce côté par défaut, pour être sûr d'inclure toutes les valeurs, donc on va aller un tout petit peu avant. Et par contre, de ce côté, on va arrondir par excès, pour être sûr d'avoir tout ce qui est après pour celle-là et tout ce qui est avant pour l'autre. Donc ici, j'arrondis par défaut, et ici, j'arrondis par excès, simplement pour être sûr que l'intervalle rouge contient l'intervalle orange. Et je suis sûr que dans 95% des cas, les valeurs sont dans l'intervalle orange, donc je suis sûr que dans 95% des cas, au moins, les valeurs sont dans l'intervalle rouge. Donc là, j'ai arrondi le 0,134 par défaut, par en dessous, et le 0,20 par au-dessus, par excès. Alors maintenant, si on prend une confiance de 95%, à votre avis, de 99%, pardon, est-ce qu'on va avoir un intervalle qui va être plus grand ou plus petit? Si au lieu de prendre un seuil de confiance de 95%, je prends un seuil de confiance de 99%, est-ce que je vais avoir un intervalle qui va être plus grand ou plus petit? Fabien dit plus petit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que quelqu'un pense que c'est plus grand? Non. Plus personne n'est là. Plus petit, dit Élise aussi. Vous pensez tous que c'est plus petit?
D'accord. Alors. Ah. Voilà ma probabilité P. Et autour de cette probabilité, je dessine un intervalle. Et cet intervalle va contenir mes fréquences dans un certain nombre de cas. Si je veux augmenter la probabilité que ma fréquence soit là-dedans, il faut que j'augmente l'intervalle ou que je le diminue. Si je veux être sûr d'avoir plus de chances que ma valeur soit là-dedans, il faut que l'intervalle soit plus grand ou plus petit. Oui, il faut qu'il soit plus grand. Il faut que j'augmente. Donc, si vous augmentez la confiance, ça veut dire que vous avez plus de chances d'être dedans. Alors, la confiance, c'est la probabilité que votre fréquence tombe dans l'intervalle. Si vous augmentez votre confiance, il va falloir augmenter l'intervalle. Il va falloir un intervalle plus grand. Plus vous allez augmenter la confiance, plus votre intervalle va grandir. Et si vous preniez une confiance de 100%, vous obtiendrez un intervalle qui serait R tout entier. Il faudrait aller de... Enfin non, qui serait, pardon, pas R tout entier, qui serait 0, 1. Il faudrait aller de 0 à 1 pour être sûr d'avoir tout 100% de chance. Donc plus vous augmentez la confiance, plus vous allez augmenter l'intervalle. Et ça se voit, vous aviez la réponse en fait ici, parce que vous avez un U alpha qui est plus grand pour 99% que pour 95. Pour 95%, votre U alpha, c'est 1,96, alors que pour 99, c'est 2,58. Et donc, si le chiffre que je mets là est plus grand, eh bien l'intervalle va être plus grand. Donc, ça va vous donner, ici, je remplace le 1,96 par 2,58. C'est la seule chose qui change. Le reste, P reste P, N reste N. La seule chose qui change, c'est le U alpha. Donc, plus vous allez prendre un alpha qui est proche de 1, plus vous allez avoir un U alpha qui va être grand. Et donc, ça veut dire que ici, vous avez... Pardon, je dis une bêtise. Parce que c'est pas alpha, c'est 1 moins alpha. En fait, plus vous allez prendre alpha qui est petit, plus 1 moins alpha va être grand. Et votre confiance, en fait, c'est pas alpha, c'est 1 moins alpha. Donc, mais bon, si je passe de 95% à 99%, j'augmente la confiance. Et donc, je vais augmenter l'intervalle. Voilà, il est plus grand. 0,123, 0,21. Il n'est pas beaucoup plus grand, mais il est un peu plus grand. Donc là, dans cet intervalle, si je réalise 100 fois l'expérience, eh bien, dans 95% des cas, au moins, je serai là-dedans. Si je réalise la même chose avec cet intervalle-là, dans 99% des cas, je serai là-dedans. Alors, ensuite, remarque, donc c'est ce que je vous disais sur l'arrondi, mon petit schéma tout à l'heure avec les crochets rouges et les crochets oranges. Alors, à quoi ça sert tout ça? En fait, ça va servir plutôt dans l'autre sens, en quelque sorte. On va essayer d'utiliser ça pour tester des hypothèses. Donc ça, c'est l'idée que vous cherchez à savoir, par exemple, vous avez un dé, vous pensez qu'il est bien équilibré, et vous cherchez à savoir si effectivement il est bien équilibré. Comment faire ça? Vous pouvez prendre votre dé, vous le lancez plein de fois, et vous regardez si la probabilité d'obtenir, la fréquence d'obtenir 6, elle est proche ou pas de 1/6. Si vous lancez 100 fois votre dé et que vous n'avez jamais de 6, vous allez vous dire, c'est bizarre quand même, il doit être truqué ce dé. Maintenant, si vous lancez 100 fois votre dé et que vous trouvez que la fréquence de 6, c'est, je sais pas moi, 0,18, est-ce que 0,18, c'est proche ou pas de 1/6? 1/6, c'est 0,17 à peu près. 0,16666, etc. Donc, est-ce que c'est proche ou pas? En soi, ça ne veut rien dire proche ou pas. Tout est relatif. Donc, comment décider si la valeur de la fréquence qu'on va calculer est bien en accord avec le modèle qu'on prend? Est-ce que si j'obtiens une fréquence de 0,18 sur 100 lancés, est-ce que ça veut dire que oui, c'est cohérent avec une probabilité d'1/6 ou pas? Donc ça va être ça, c'est à ça que vont nous servir les intervalles de fluctuation asymptotique. Donc là, j'ai pris un autre exemple. Dans un pays, on estime que 12% des habitants sont porteurs d'un certain caractère génétique G. On a effectué des tests sur un échantillon de 500 personnes dans 2 villes, la ville A et la ville B,
Et sur les 500 personnes testées, dans la ville A, on en a 71 qui sont porteurs du caractère G, et dans la ville B, on en a 76. Et on aimerait savoir, au vu de ces valeurs, est-ce qu'on peut affirmer que c'est normal ou que c'est pas normal par rapport aux 12%? Donc ça, vous voyez, typiquement, par exemple, ça peut être, on a une ville dans laquelle il y a une usine qui produit des produits chimiques et on se pose la question, est-ce que la production de produits chimiques, les rejets qu'il peut y avoir en termes de rejets de fumée ou de rejets dans les eaux, est-ce que ça a un impact dans la population sur un certain facteur génétique ou sur une proportion de cancer ou de maladies, etc. Et donc, on va tester, est-ce que la proportion de tel ou tel caractère ou telle ou telle maladie dans cette ville est conforme au reste du pays. Mais la question, c'est comment juger ça? Comment juger si c'est vraiment conforme ou pas? Et donc, c'est là que les intervalles de confiance vont nous permettre de répondre à cette question en utilisant ce qu'on appelle une règle de prise de décision. Donc, la règle de prise de décision, c'est la suivante. On considère une population dans laquelle on étudie un certain caractère C, et on va tester l'hypothèse, le caractère C dans la population est à une proportion petit p. Donc le p, ça serait le p normal, entre guillemets, le p habituel. Donc toujours avec les hypothèses n plus grand que 30, np plus grand que 5, n fois moins p plus grand que 5. Et donc pour tester ça, on va fixer un seuil de risque alpha. On va calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de confiance 1 moins alpha. Et ensuite, on calcule la fréquence sur notre échantillon. Si la fréquence est dans l'intervalle de fluctuation, eh bien on accepte l'hypothèse, c'est-à-dire en gros tout va bien. Et par contre, si la fréquence n'est pas dans l'intervalle, on rejette l'hypothèse avec un risque d'erreur alpha. Alors pourquoi est-ce qu'un risque d'erreur alpha? Je vous refais toujours le même schéma. Chaque fois, il n'y a que la couleur qui change. Donc j'ai une proportion P ici, qui est, si vous voulez, la probabilité théorique. Dans l'idéal, on devrait être ici. On fait un intervalle de fluctuation. Donc on calcule un intervalle autour de cette proportion P. Et on sait que, eh bien, d'après tout ce qu'on a démontré avant, la probabilité d'être là-dedans, c'est 1 moins alpha. D'accord? Si tout va bien, c'est-à-dire, par exemple, si votre D est bien équilibré, que vous cherchez la probabilité d'être là-dedans, ça sera dans au moins 1 moins alpha % d'écart, vous serez là-dedans. Mais ça veut dire que des fois, vous tombez en dehors. Et vous tombez en dehors sans pour autant être avec un D qui est truqué. Vous pouvez très bien tomber en dehors, vous tombez en dehors dans 5% des cas. Par exemple, si vous avez fait un intervalle avec la confiance 95%, ça veut dire que dans 5% des cas, vous tombez en dehors, et c'est juste dû à la fluctuation d'échantillonnage. Bon, quand je lance 100 fois un dé, il est possible que je tombe très fréquemment, plus fréquemment que d'habitude, sur un autre nombre, que 6 par exemple, et ça va fausser ma statistique. Mais ça n'arrive pas trop souvent, ça arrive que dans 5% des cas. Mais donc ça veut dire que dans ma règle de prise de décision ici, il se peut que je rejette l'hypothèse, alors qu'en fait, ma population, elle est normale, entre guillemets. La proportion est bien P. Mais c'est juste que mon échantillon, ce n'était pas un bon échantillon, il est tombé dans les 5%, par exemple, qui sont en dehors de l'intervalle de confiance, de fluctuation. Donc ça peut arriver, il y a un risque d'erreur, il faut le savoir, hein, et on rejette l'hypothèse avec un certain risque d'erreur. Alors, si on applique ça sur notre exemple 26, donc dans notre exemple 26, on va fixer un seuil à 0,05, donc 5% d'erreur. On va donc calculer un intervalle de fluctuation à 95%. Donc ici, n vaut 500, qui est bien plus grand que 30, tout va bien. P vaut 12%, c'était la proportion théorique dans la population entière du pays. Donc n fois P, ça fait 60, qui est plus grand que 5, et n fois moins P, ça fait 440, qui est plus grand que 5. Donc je peux calculer mon intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de confiance 95%. I500, donc j'utilise ma formule barbare, là, avec P moins U alpha, donc ici U alpha c'est 1,96 parce que je suis à une confiance de 95%. Racine de P fois 1 moins P sur racine de N, et le même chose avec un plus. J'arrondis ça, je trouve 0,091 et 0,149. Et maintenant, je regarde, est-ce que mes fréquences sont là-dedans? Alors, pour la ville A, la fréquence observée, c'était 71 personnes sur 500. 71 sur 500, ça fait 0,42. 0,42, c'est bien compris entre ces deux valeurs-là.
Donc, c'est bien dans l'intervalle de fluctuation. Donc, on accepte l'hypothèse selon laquelle la répartition est normale au vu de cet échantillon. Et dans la ville B, la fréquence observée, c'est FB égale 76 sur 500. 76 sur 500, ça fait 0,152. On sort de l'intervalle de fluctuation. Donc là, on va rejeter l'hypothèse avec un risque d'erreur de 5%. Toujours au vu de cet échantillon. Il faut bien comprendre que si dans la même ville, je prends un autre échantillon, j'aurai sûrement pas exactement 71 personnes qui ont le caractère génétique. J'en aurai peut-être 69, j'en aurai peut-être 72, et peut-être que j'aurai une valeur qui sortira de l'intervalle de fluctuation. Donc la décision qu'on prend, elle est toujours au vu de l'échantillon qu'on a. Avec un autre échantillon, on pourrait prendre une autre décision. Donc là, on n'est pas en train de faire une démonstration mathématique, hein. On n'est pas en train de dire c'est vrai ou c'est faux. On n'est pas en train de dire oui, c'est vrai ou c'est faux que la proportion, c'est exactement ça. On est simplement en train de donner une règle de prise de décision au vu d'un échantillon et d'un risque. Maintenant, si vous changez le risque ou si vous changez l'échantillon, vous aurez une autre décision. D'accord? Donc, on conclut que, au vu de ce qu'on a, nous, des données qu'on a, le nombre de porteurs est normal dans la ville. Le nombre de porteurs du caractère G est normal dans la ville A et anormalement élevé dans la ville B. Et donc, j'avais mis une remarque, voilà, qui était que donc, le résultat de la prise de décision dépend évidemment du risque alpha qu'on choisit. Maintenant, pourquoi privilégier telle ou telle valeur? Là, j'ai pris 95%, pourquoi pas 99 ou 90? Ça relève de considérations extra-mathématiques. Ça va dépendre de ce qu'on teste. Si vous testez quelque chose de sensible, vous allez vouloir un risque d'erreur qui est faible. Maintenant, si vous testez quelque chose qui n'est pas très sensible, vous allez pouvoir vouloir un risque d'erreur plus grand. Mais ça, ce sont des considérations qui sont plus mathématiques. Voilà. Les mathématiques donnent un outil pour prendre une décision. Maintenant, il faut savoir, quand on prend telle ou telle décision, ce qu'il y a derrière. Vous avez des questions là-dessus? Donc là, dans cette première partie du cours, dans les intervalles de fluctuation, on a une proportion P qui est connue, une probabilité P qui est connue ou qui est supposée connue, et on teste quelle est la probabilité que sur un échantillon donné, la fréquence soit dans un intervalle autour de la probabilité. Alors, la dernière chose qu'on va voir, c'est les intervalles de confiance. Alors, l'intervalle de confiance, c'est exactement le point de vue opposé. Vous ne connaissez pas la probabilité petit p, vous connaissez la fréquence f, et vous allez chercher à savoir est-ce que ma probabilité p est proche de f avec un certain intervalle, une certaine précision, avec une certaine probabilité. Donc, c'est exactement le point de vue inverse. Dans le premier cas, on connaissait p, on cherchait à estimer est-ce que f est proche de p. Là, au contraire, on connaît f et on cherche à estimer est-ce que p est proche de f. Donc voilà, c'est ce que je vous ai mis là. On suppose un peu le problème réciproque. Donc là, par exemple, on étudie un caractère dans une population, mais on ne connaît pas la proportion p. Et on cherche à estimer p grâce à la fréquence calculée sur un échantillon. Alors, le résultat principal du cours est basé sur le théorème 28, qui va nous dire que si vous prenez xn toujours qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors il existe un certain rang grand N, tel que pour tout petit n supérieur à grand N, la probabilité que xn sur n, c'est-à-dire la fréquence de ce que vous étudiez, du caractère C, soit comprise entre p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n, dépasse 95%, dépasse 0,95. Donc pour n assez grand, je suis sûr que la fréquence va être comprise entre p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. Alors, en fait, on va partir de l'intervalle de fluctuation, mais le problème de l'intervalle de fluctuation, c'est que P apparaît. Et donc l'idée, c'est de faire disparaître P, ou en partie en tout cas, pas totalement, mais en partie de faire disparaître P. Donc, démonstration, je prends Y, une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, et je vais prendre le réel alpha, le risque alpha, qui correspond à un U alpha égal à 2. Donc, d'après la propriété 17 du cours, je sais que la probabilité que Y soit compris entre moins 2 et 2, c'est à peu près 0,954. Donc, ça veut dire que le alpha qui correspond à un U alpha égal à 2, il vérifie 1 moins alpha plus grand que 0,953. Puisque je vous rappelle que ça, là, P de Y compris entre 1 moins U alpha et 1 plus U alpha, moins U alpha et U alpha, ça tend vers, non,
c'est égal à 1 moins alpha, pardon. C'est égal à 1 moins alpha. Donc, si je sais que c'est à peu près égal à 0,954, bah, c'est sûr que c'est plus grand que 0,953. Bon, j'aurais pu prendre 0,952 ou 51, peu importe. J'ai pris un truc qui est plus petit que 54, 954, mais qui est strictement plus grand que 0,95. Donc j'ai pris 0,953, mais on aurait pu faire d'autres choix. Donc maintenant, si j'utilise le théorème de Demoivre à la place, eh bien je sais que la limite quand n tend vers l'infini de ce truc-là, ça tend vers donc 1 moins alpha, qui est donc plus grand que 0,953. Où IN, c'est mon intervalle de fluctuation asymptotique. Et donc le but, ça va être de se débarrasser des P qui sont ici. Là. Je vais garder les deux P qui sont devant, et par contre, je vais essayer de me débarrasser des P fois 1 moins P qui sont dans la racine carrée. Donc, avant de faire ça, je dis, puisque ce truc-là tend vers 0,900, vers quelque chose qui est plus grand que 0,953, eh bien, à partir d'un moment, ça dépasse n'importe quel nombre plus petit que 0,953. En particulier, à partir d'un moment, ça va dépasser 0,95. Donc, je sais qu'il existe un entier n, tel que pour tout petit n supérieur à grand n, cette probabilité va dépasser strictement 0,95. Alors, donc maintenant, comment faire disparaître le p fois 1 moins p qui est là? Donc ça, c'est une petite astuce qui consiste à remarquer que la fonction qui est x, c'est ceci, x fois 1 moins x, si vous la développez, ça fait x moins x carré. Donc ça fait moins x carré plus x, c'est donc un polynôme du second degré. Et les polynômes du second degré, de la forme ax carré plus bx plus c, vous avez vu en première, que donc ils sont représentés par des paraboles, et qu'elles ont soit un maximum, soit un minimum, et que cet extrémum est atteint en moins b sur 2a. Alors ici, comme le coefficient dominant, le coefficient de x carré, c'est moins 1, vous avez une parabole qui est tournée vers le bas, et donc vous avez un sommet qui correspond à un maximum. Et donc ce maximum va être atteint en moins b sur 2a. Ici, b c'est moins 1, et a c'est 1, donc ça va faire moins 1 sur 2 fois 1, donc 1,5. Et donc ça veut dire que le maximum de cette fonction, c'est 1,5 fois 1 moins 1,5, donc 1 quart. Autrement dit, quel que soit le réel x que vous prenez, x fois 1 moins x, c'est toujours plus petit que 1 quart. Donc du coup, je l'applique en particulier avec x égale p, et ça me dit que p fois 1 moins p, c'est plus petit qu'un quart. Et donc par croissance de la racine carrée, racine de p fois 1 moins p, c'est plus petit que 1,5. Et donc je vais pouvoir borner ici ces racines carrées en disant celle-ci, la racine carrée de p fois 1 moins p, elle est plus petite que 1,5. Et la racine carrée de p fois 1 moins p avec le moins qui est devant, ça va être plus grand que moins 1,5. Comme j'ai un moins, ça va renverser les inégalités. Donc c'est ce que je dis sur la diapo d'après. J'en déduis que cette racine carrée est plus petite qu'un demi, donc multiplié par 2, c'est plus petit que 1. Donc j'arrive à borner ça par 1 sur racine de n, quelle que soit la valeur de p. Donc j'arrive à me débarrasser du p. Et donc j'en déduis que p plus 1 sur racine de n, et donc... Oula, j'ai mis tout à l'envers là. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon, c'est tout le contraire, excusez-moi. C'est lui qui devrait être au milieu et eux qui devraient être en dehors. J'ai fait tout à l'envers. Bon, donc c'est P. Ça, c'est tout faux. C'est ici que je devrais avoir P plus 1 sur racine de n. P plus 1 sur racine de n, c'est plus grand que ça, d'après ce que j'ai dit au-dessus. Et c'est ici que je devrais avoir P moins 1 sur racine de n. Je corrigerai. Donc, j'ai ce nombre qui est plus grand que celui-là, qui est plus grand que celui-là, et ce nombre qui est plus petit que celui-là. Du coup, ça veut dire que l'intervalle entre les deux est plus... J'aurais pas dû effacer. L'intervalle entre les deux est plus petit que l'intervalle entre les deux autres. Donc ça revient à dire que IN, l'intervalle qui est compris entre cette valeur ici et cette valeur-là, est un intervalle qui est inclus dans l'intervalle p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. Et donc du coup, pour n plus grand que grand n, la probabilité que xn sur n soit dans Jn, donc soit ici, puisque cet intervalle il contient in, eh bien la probabilité d'être là-dedans est plus grande que la probabilité d'être là-dedans. Donc c'est plus grand que la probabilité que xn sur n soit dans in, et ça, on avait vu que c'était plus grand que 0,95.
Donc, on a montré que la probabilité que xn sur n soit compris entre p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n est plus grande que 0,95 pour n suffisamment grand. C'est exactement ce que j'avais annoncé. Bon, donc à ce problème-là après, c'est bon. Donc du coup, corollaire, on en déduit que si on considère une population dans laquelle la proportion d'un caractère C est petit p, inconnu, à tout échantillon de taille n, donc si vous prenez n personnes dans votre population, vous calculez la fréquence de personnes qui possèdent ce caractère, ça vous donne une variable aléatoire fn, la variable aléatoire fréquence. Et bien pour n assez grand, vous êtes sûr que l'intervalle fn moins 1 sur racine de n, fn plus 1 sur racine de n, va contenir la probabilité petit p avec une probabilité au moins égale à 95%. Donc vous êtes sûr que ça vous donne un intervalle qui contient la probabilité que vous ne connaissez pas, avec une chance, une probabilité de au moins 95%. Alors, preuve, donc pour ça, il suffit de remarquer que dire que P est compris entre ces deux valeurs, donc est compris entre Fn moins 1 sur racine de n et Fn plus 1 sur racine de n, ça équivaut à dire que petit p donc, est compris entre ça, là j'ai juste traduit en termes d'inégalité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soustrait Fn partout, donc j'enlève Fn ici, au milieu et ici, ça me donne ça. Ensuite, je multiplie tout par moins 1. En multipliant tout par moins 1, ça change tous les signes et ça change aussi toutes les inégalités. Donc là, le moins devient plus, le inférieur devient supérieur, le Pn moins Fn devient, le P moins Fn devient Fn moins P, le inférieur devient supérieur, et le 1 sur racine de n devient moins 1 sur racine de n. Ensuite, j'ajoute P partout, bah, du coup il manque un plus P, là, il faudra que je le corrige. Donc là, il y a un plus P, ici. Donc Fn est plus petit que P plus 1 sur racine de n, plus grand que P moins 1 sur racine de n. Et donc, là, il manque encore le P ici. Ça veut dire que xn sur n, la fréquence, hein, Fn, je vous rappelle, c'est juste xn sur n, est plus petit que P plus 1 sur racine de n et plus grand que P moins 1 sur racine de n. Donc, ce qu'on a montré, c'est que la probabilité de cet événement-là, la probabilité que mon petit p soit entre grand Fn moins 1 sur racine de n et grand Fn plus 1 sur racine de n, c'est la même que la probabilité que xn sur n, ma fréquence, soit entre p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. Là, je n'ai pas oublié le p ici. Mais je viens justement de démontrer, c'est le théorème 28, que cette probabilité est plus grande que 0,95. Donc j'en déduis que l'autre probabilité, c'est-à-dire que P soit là-dedans, est aussi plus grande que 0,95. Et donc ça démontre ce que j'avais annoncé. Et donc définition, dernière définition, on en déduit, donc cette définition, toujours avec les mêmes hypothèses. Si j'étudie un caractère C avec une probabilité P, si je fais un échantillon de taille n et que je calcule la fréquence petit f, alors l'intervalle f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n, c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance de la proportion P au niveau de confiance 95%. Donc là, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus différentes confiances possibles. La seule qu'on a, c'est 95%. Ça, c'est à cause du fait qu'on a utilisé de façon fondamentale le 2. Au tout début, j'avais pris un 2 qui correspondait à peu près à 95%, pour ensuite le simplifier avec le 1,5 qui est apparu quand on a majoré x fois 1 moins x. X moins 1 moins x, on l'a majoré par 1 quart. Quand on a pris la racine carrée, ça donnait 1,5. Et quand j'ai multiplié ce 1,5 par 2, ça a disparu. C'est là que j'ai utilisé exactement le 95%. Donc dans la pratique, on considère que c'est un bon intervalle de confiance si on a les mêmes propriétés que tout à l'heure, mais cette fois-ci, P n'est pas connu. Donc on va remplacer P par la fréquence. Donc toujours n plus grand que 30. Maintenant, ce n'est pas np, c'est n fois f qui est plus grand que 5, et n fois moins f qui est plus grand que 5. Donc, exemple d'application, dans une population, une maladie touche une proportion petit p de personnes. On a testé 500 personnes et on en a dépisté 45 qui étaient atteintes de la maladie. À combien est-ce qu'on peut estimer la proportion de personnes malades dans la population? Première, à 95%. Et deuxième question, combien de personnes au minimum il faudrait tester pour, avec un niveau de confiance 95%, connaître la probabilité petit p avec une précision de au moins 0,01. Donc, pour la première question, je vérifie mes hypothèses. N égale 500 est bien plus grand que 30. F, c'est 45 sur 500. Donc, NF, c'est pas, je dis n'importe quoi. NF, c'est pas 500, c'est 45 ici.
NF, c'est 45. Et 45, c'est bien plus grand que 50, que 5, donc tout va bien. Et n fois 1 moins f, c'est 455, qui est bien plus grand que 5. Donc mon intervalle de confiance, je peux utiliser la formule. Là, c'est beaucoup plus simple comme formule. Hein. F moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Et donc, j'obtiens à peu près 0,045, 0,135. Donc, avec une confiance de 95%, je sais que la proportion que je cherche, elle est là-dedans. Alors, vous voyez que c'est pas terrible hein, comme intervalle. Hein. Vous savez que votre proportion, elle est entre 4,5% et 13,5%. Donc, vous imaginez, si vous êtes en train d'étudier est-ce que des personnes sont malades, vous savez que vous avez entre 5 et 14% de personnes malades. C'est quand même pas la même chose. Hein. Alors, si on veut affiner un petit peu, on aimerait avoir une précision à 0,01 près, c'est-à-dire à 1% près. Donc, dans ce cas-là, il faut que notre intervalle de confiance, là, il contienne P. Bon, ça, on sait que c'est vrai à 95%. Et il faut que l'écart entre P et F soit plus petit que 0,01. Mais on sait que cet écart, il est de 1 sur racine de n, puisque là, par rapport au centre de l'intervalle, vous vous écartez soit de plus 1 sur racine de n, soit de moins 1 sur racine de n. Donc au maximum, en valeur absolue, vous vous écartez de 1 sur racine de n. Donc il suffit que l'écart 1 sur racine de n soit plus petit que la précision que je cherche. Donc ça revient à dire que racine de n est plus grand que 100, en passant à l'inverse. Et en mettant au carré, ça veut dire que n doit être supérieur à 10 000. Donc pour que la fréquence que vous calculez vous fournisse une valeur approchée à 0,01 près de votre probabilité avec une confiance de 95%, il faut tester au moins 10 000 personnes. Alors, si vous regardez, par exemple, quand il y a des élections, on fait des sondages, et on fait souvent des sondages auprès de 1000 personnes. Et donc, si vous faites un sondage auprès de 1000 personnes, vous allez donc avoir une certaine fréquence, et donc on va considérer que cette fréquence, elle est proche de la probabilité, enfin de la proportion totale, dans la population totale, des personnes qui vont voter pour tel candidat. Alors, si vous interrogez 1000 personnes, votre intervalle de confiance, il est en 1 sur racine de 1000. 1 sur racine de 1000, ça fait quelque chose de l'ordre de 3%. Donc, ça veut dire que votre fréquence, elle approche en plus ou en moins votre probabilité à 3%. Donc, par exemple, si vous avez que 51% des gens que vous avez interrogés ont répondu oui, je vais voter pour tel candidat, mais ça veut dire qu'en fait, avec une confiance de 95%, la probabilité dans la population totale est comprise entre 51 plus 3 et 51 moins 3, c'est-à-dire entre 48 et 54. Et si vous êtes entre 48 et 54, vous ne pouvez absolument pas savoir si la personne va être élue ou pas. À 48, elle n'est pas élue, à 54, elle l'est. Donc, 1000 personnes, ça donne une précision qui est assez faible. Et ça, c'est très rare, les médias qui le citent. Il y a quelques médias qui parfois le citent, le disent, voilà, avec une incertitude de 2% ou de 3%. Mais il faut bien en avoir conscience de ça. C'est que les sondages, très souvent, ils ne donnent pas leur marge d'erreur. Alors que il faudrait, quoi. Quand on vous annonce 52% pour le candidat A et 48% pour le candidat B, si vous êtes à une marge d'erreur de 3%, eh bien, ça veut dire que votre 52-48, en fait, il peut très bien être 49-51. Et donc, c'est tout l'inverse de ce que vous avez prédit. Donc, pour des résultats très serrés comme ça, la marge d'erreur, elle peut être importante. Voilà, donc on a fini, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Alors, est-ce que vous voulez que je vous mette des exercices là-dessus? Est-ce que vous les ferez et je vous mets les corrigés ou c'est pas la peine? C'est comme vous voulez, hein, moi ça me gêne pas de... Oui, vous voulez des exercices? Ok. Donc je mets des exercices et vous verrez, les exercices c'est pas passionnant. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à, à calculer ces intervalles là et à regarder s'il y a des trucs qui sont dedans ou pas. Donc voilà, je vous en mettrai quelques-uns, mais on va pas non plus en faire des tonnes. Voilà, donc c'est la fin. C'était le dernier point du dernier chapitre de l'année. Du coup, c'était aussi le dernier cours virtuel. À partir de la semaine prochaine, j'arrête les cours virtuels pour toute la classe et je ferai soit des révisions pour ceux qui passent l'oral,
soit des cours avancés pour ceux qui se sont inscrits. Donc, il y en a pas mal qui sont présents ici, mais ça veut dire aussi qu'il y en a un certain nombre que je ne reverrai a priori plus. Donc, je vous dis à tous merci pour cette année. C'était une année extrêmement agréable avec vous. On aurait aimé évidemment qu'elle se termine mieux. C'est quand même un peu triste de se quitter comme ça par vidéo interposée. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé une très bonne année avec vous. J'espère qu'on a pu faire le maximum pendant le confinement pour vous faire court autant qu'on pouvait. Et puis, on se reverra quand même, je l'espère, pour les résultats du bac, puisqu'il y aura quand même des résultats du bac, hein, même s'il n'y a pas de bac. Vraiment, il devrait y avoir, je pense, des résultats du bac. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais comme c'est le 7 juillet, on peut espérer que d'ici là, on aura le droit de se voir et qu'on pourra venir assister aux résultats avec vous. Je ne suis pas sûr, mais je l'espère. Donc j'espère quand même vous revoir au moment des résultats du bac. Martin, est-ce qu'on peut accueillir des personnes supplémentaires au cours avancé? Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup de demandes parce que toutes les TS ont demandé à venir. Donc là, j'ai envoyé un message aujourd'hui à l'administration du lycée pour savoir si je pouvais prendre plus de 10 personnes. Moi, j'étais resté sur le fait que les petits groupes devaient contenir au maximum 10 personnes. Donc pour l'instant, j'ai dit oui à 10 personnes. Et j'ai déjà 2 personnes qui m'ont demandé qui sont en liste d'attente. Donc j'attends la réponse du lycée pour savoir si je peux prendre plus de 10 personnes. Donc pour l'instant, la réponse est non, il n'y a plus de place. Mais si on m'autorise à prendre plus de 10 personnes, il y aura peut-être de la place. Pourquoi c'était pour qui, Martin? Toi, tu es inscrit déjà? Quelqu'un qui est dans une autre TS, d'accord. Bah, dis-lui qu'elle m'envoie un mail, hein, de toute façon, et comme ça, je la mets en liste d'attente. Et puis, si j'ai une réponse favorable du lycée, je la contacterai. Mais tous ceux qui souhaitent, envoyez-moi des mails. Voilà, pour l'instant, je mets en liste d'attente et puis on verra. Fabien, est-ce qu'il y aura une remise des diplômes? Ben, je pense, mais la remise des diplômes, elle a lieu en général au mois fin septembre, début octobre. En général, c'est juste avant les vacances donc c'est plutôt en octobre. C'est juste avant les vacances d'automne. Donc je pense qu'il y aura une remise des diplômes, j'espère. On se verra de toute façon là. Normalement, Maximilien, oui, tu l'as pas reçu, Maximilien, le mail? Toi, tu es dans les inscrits, hein, je t'ai inscrit. Attends, je vérifie. Peut-être que je t'ai oublié, mais pourtant, il me semble que... alors, je regarde dans mes messages envoyés. Ah ben non, oui, effectivement, je t'ai oublié. Je t'ai oublié. Pourtant, je t'avais inscrit. En effet. Bon. Ben donc, du coup, je vais te renvoyer le mail. Bon, je te disais juste que ça commence mardi à 14h30. D'autres questions? Non? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon week-end. Je vous mets des exercices pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai les corrigés dans le courant de la semaine prochaine. Pour ceux qui viennent au cours avancé à mardi. Et puis, bah, pour les autres, j'espère, au 7 juillet pour fêter votre bac.